ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. En Guinée, les opposants du président Condé dénoncent une justice à deux vitesses. Un tribunal a condamné les initiateurs des récentes manifestations à des peines de prison ferme, mais la contestation continue. Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, Kinshasa envisage une réponse renforcée dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Donald Trump a fait le retrait de la majorité de ses troupes de la Syrie, mais à quel prix? Les analystes y voient un cadeau stratégique à la Russie et aux autres alliés de Bachar el-Assad. Bonsoir. En Guinée, un nouveau report des élections législatives est annoncé par l'Organisation internationale de la francophonie. Ce report, souhaité par l'OIF, intervient en pleine crise politique dans le pays, où le tribunal de Conakry a condamné mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme les principaux initiateurs des manifestations qui agitent le pays depuis une semaine et qui ont fait une dizaine de morts. Plus de détails avec Blanche Sano. Prévu pour la date du 28 décembre, les élections législatives devront encore attendre. La Guinée traverse une crise politique causée par l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020 pour un troisième mandat consécutif. La semaine dernière, une vague de manifestations s'est déclenchée à Conakry et dans d'autres villes à la suite de l'appel à la mobilisation lancé par le FNDC. La contestation a donné lieu à l'arrestation et au procès de dizaines de membres du FNDC et de manifestants. Aujourd'hui, le tribunal de Conakry les a condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. En venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Le FNDC entend faire barrage au projet prêté au président Condé, même si pour l'heure, M. Condé n'a ni confirmé ni infirmé les intentions qu'on lui attribue. La Guinée se trouve dans un grand tournant. Et j'espère que le combat va continuer de la part des avocats et de la part du FNDC. Donc que les partisans du FNDC, que cela ne doit pas les décourager. Nous devons multiplier les efforts pour protéger notre constitution, pour éviter qu'on change nos constitutions selon les personnes qui sont là. Les défenseurs des droits humains dénoncent un usage excessif de la force par les services de sécurité, des arrestations arbitraires et une répression visant à faire taire l'opposition. La communauté internationale s'alarme du danger d'une escalade. L'ONU, la CEDEAO, les États-Unis, l'Union européenne et la France ont appelé au dialogue. La fièvre électorale monte au Botswana alors que les électeurs se préparent à se rendre aux urnes demain, 23 octobre. L'ancien président Ian Khama a formé un parti séparatiste pour remporter la présidence en raison de visions divergentes avec son successeur choisi, le président Mokwetsi Masisi. Une coalition d'opposition fait également campagne pour former un nouveau gouvernement. Ngontisi Dubé rapporte les faits de Gaborone au Botswana. Dili Diko raconte. Le Botswana, un pays jouissant d'une stabilité relative, se prépare à des élections cruciales ce mercredi. Le 4e président du Botswana, Ian Khama, se présente contre son successeur, le président Mokwetsi Masisi. Le fossé s'est creusé entre les deux alliés en raison de divergences politiques, ce qui a conduit Ian Khama à quitter le Parti démocrate du Botswana au pouvoir pour former le Front patriotique du Botswana en avril. Bien que les enjeux soient de taille, certains électeurs restent encore indécis. Mon choix final sera basé sur un individu et non sur un parti. C'est la campagne la plus chère et la plus excitante. J'attends vraiment le jour J pour voir dans quel sens mon vote ira. L'influence de Khama dans le district central du pays, un fief traditionnel du BDP, rend les pronostics de l'élection difficiles à faire.
C'est la première fois que le Parti démocrate se lance dans une élection sans fief et cela amène beaucoup d'incertitudes dans notre politique, à tel point qu'il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Alors que les analystes prédisent un résultat très serré, le principal parti d'opposition, Umbrella for Democratic Change, UDC, aura également beaucoup de mal à gagner les élections. Mais cette coalition de 3 partis constitue une réelle menace pour le BDP. Il y a une fracture au sein du BDP, cela met des chances de notre côté et nous espérons pouvoir remporter les prochaines élections. Depuis son entrée en fonction, le président Masisi a annulé la plupart des politiques de Kama, notamment l'assouplissement des heures de vente d'alcool, la levée de l'interdiction de la chasse aux trophées et le rétablissement des relations avec la Chine. Et on reparle de cette visite du président Félix Tshisekedi à Mbanza Nkungu, lieu de l'accident, qui a coûté la vie à environ 30 personnes. Le chef de l'État qui a annulé son voyage pour le Japon à la suite de ce drame était accompagné des membres du gouvernement. Il s'est d'abord rendu au lieu du drame avant d'aller reconforter les blessés à l'hôpital. L'exécutif national a dépêché sur le lieu de l'accident le ministre de la Solidarité nationale, Steve Mbiakayi, qui est accompagné d'une équipe médicale d'urgence. Le chef du bus accidenté est parmi les blessés. Il affirme avoir connu un problème de frein qui serait à la base donc, de ce drame. Toujours en RDC, Kinshasa a fait état ce mardi du renforcement de la surveillance sanitaire transfrontalière par la RDC et les 9 pays voisins pour une meilleure réponse à l'épidémie d'Ebola dans les 3 provinces congolaises du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Décision prise lundi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, lors de la réunion des ministres de la Santé des 10 pays concernés. Organisé en partenariat avec l'OMS et le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies. Parmi les pays voisins de la RDC, seul l'Ouganda a enregistré 4 cas d'Ebola sur son territoire. Au total, 2171 personnes sont mortes d'Ebola en RDC depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018. C'est la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis 1976. Pour évoquer cette actualité, accueillons au téléphone Albert Mbiti Biombo. Il est vice-ministre de la Santé de la RDC. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, on parlait de ce cadre régional de lutte contre la maladie à virus Ebola qui a été mis sur pied à Goma. Comment fonctionnera-t-il concrètement, d'autant plus que vous appartenez à des organisations différentes? Écoutez, d'abord, avant toute chose, je voulais vous dire que le gouvernement de la République du Congo, devant cette épidémie, a eu à faire des efforts énormes. Nous avons pu, à travers nos médecins, nos équipes médicales, contenir cette épidémie. Et maintenant, je peux dire que cette épidémie est en train d'être contrôlée par nos équipes médicales. Évidemment, comme grand pays, nous devions aussi rassurer nos pays voisins. Tous ces pays voisins qui commençaient à s'inquiéter du fait des épidémies récurrentes dans notre pays. Alors, pour les rassurer, avec l'Union africaine, l'OMS et des organisations non gouvernementales nationales et internationales, nous nous sommes concertés pour mettre un cadre de collaboration pour pouvoir riposter en cas où cette épidémie devait passer outre nos frontières. Nous avons quand même 9 pays. Oui, alors dans le cadre des efforts que vous évoquez là, pourra-t-on envisager un centre de recherche commun pour la région dans la lutte contre l'épidémie? Écoutez, pour le moment, le cadre, c'est surtout, au-delà du fait que nous aurons des équipes techniques, médicales sur le terrain pour échanger des informations, le cadre que nous avons mis en place depuis hier, c'est surtout un cadre de concertation, d'échange d'informations. Pour répondre plus précisément à votre question, nos instituts de recherche continuent à travailler d'une manière indépendante. Mais
nous nous sommes promis d'échanger des informations du point de vue scientifique. Alors, la rencontre... Pardonnez-moi, la rencontre de Goma a été tenue sous les auspices de l'Union africaine, de l'OMS et de la CDC ici aux États-Unis. Quel appui vous apporteront ces institutions dans la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés? Bien, nous nous sommes pour d'abord l'appui technique de l'OMS. L'OMS est une vieille institution organisée, structurée, donc nous pourrons bénéficier de leur appui du point de vue organisationnel et scientifique. Bon, chaque pays, bien entendu, est organisé et chaque pays peut y apporter. Mais la question des finances a été posée aussi pour tenir ce cadre. Là, nous avons des donateurs traditionnels. Voilà, qui vont donc continuer de soutenir vos efforts. Albert Mbeti Biombo, nous sommes pris par le temps. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Ici, aux États-Unis, furieux et visiblement inquiet, Donald Trump a comparé mardi la procédure de destitution le visant à un lynchage, un mot lourd de sens dans les pays, au moment où l'enquête du Congrès pourrait progresser de manière significative avec l'audition d'un témoin clé. Ce mardi, c'est Bill Taylor, chargé d'affaires américain en Ukraine, qui devait témoigner à huis clos. Il pourrait apporter de nouveaux éléments sur la question centrale de la procédure en cours, à savoir Donald Trump a-t-il utilisé l'arme diplomatique à des fins politiques? A-t-il fait directement pression, chantage économique à l'appui sur son homologue ukrainien pour tenter de nuire à son rival démocrate Joe Biden? Les forces américaines dans le nord-est de la Syrie ont traversé la frontière pour se rendre en Irak, conformément au retrait ordonné par le président Donald Trump peu avant l'offensive turque. Certains analystes estiment que ce retrait crée un vide en faveur de la Russie. Le point avec Lionel Gaïma. Démocrates et républicains ont critiqué l'abandon des Kurdes à la merci de la Turquie alors qu'ils sont alliés de longue date. À la Maison-Blanche, le président Donald Trump a défendu ce retrait. Nous travaillons avec les Kurdes. Nous avons de bonnes relations avec les Kurdes, mais nous n'avons jamais pris l'engagement de protéger pour toujours les Kurdes. Nous avons combattu avec eux pendant 3 ans et demi et 4 ans. Ce retrait soudain de la Syrie porte atteinte à la crédibilité des États-Unis en tant qu'allié fiable, affirment de nombreux membres du Congrès. Beaucoup de pays de la région, de l'Arabie saoudite à Israël, en passant par la Jordanie, suivent de très près les actions des États-Unis vis-à-vis des Kurdes. Ces derniers étaient sur la ligne de front pour vaincre militairement le groupe État islamique. Pour d'autres analystes, ce retrait laisse un vide et la nature a horreur du vide. Si les États-Unis retirent leurs troupes et réduisent ainsi leur influence au Moyen-Orient, il est évident que quelqu'un va en profiter. Et il s'agit principalement de la Russie, du président Vladimir Poutine, qui relance sa politique étrangère au Moyen-Orient. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu ce vendredi à Sochi par le président Vladimir Poutine. J'espère que le niveau atteint par nos relations permettra de jouer un rôle dans le règlement de tous les problèmes et trouver les réponses à toutes les questions, même les plus difficiles, dans les intérêts de la Turquie, de la Russie et de tous les pays de la région. Moscou est le principal allié de Damas et l'a soutenu pour combattre les rebelles syriens afin de reconquérir les pans entiers de la Syrie, dont les villes de Latakia, Alep et la province d'Idleb. Au Canada, Justin Trudeau a été réélu pour un second mandat, mais sans majorité et sans panache. Son rival conservateur Andrew Scheer a reconnu sa défaite et l'a félicité. Le premier ministre canadien doit maintenant s'atteler dès ce mardi à chercher l'appui des petits partis dont dépendra désormais sa survie politique. Selon les résultats officiels, les libéraux de M. Trudeau ont remporté 157 des 338 sièges à la Chambre des communes. Dans l'Assemblée sortante, il disposait d'une confortable majorité absolue de 177 sièges. Après avoir reçu dès lundi soir les félicitations de son allié américain Donald Trump, M. Trudeau a également reçu les félicitations du président du Conseil européen. C'est la fin de cette première partie de votre journal. On se retrouve dans un instant.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Plus de 2 mois que les frontières terrestres du Nigeria sont fermées au commerce et les retombées se font sentir. Aujourd'hui, les appels se multiplient pour que reprennent ces échanges dont dépendent de nombreux commerçants dans plusieurs pays. Nous sommes à plus d'un mois du couronnement du Ballon d'Or France Football 2019. Mais les fans ne cachent pas leur anxiété. Qui sera le grand vainqueur? Un Africain aura-t-il cette distinction? Autant de questions qu'on se pose. Et nous vous amènerons en Côte d'Ivoire où ce jeune peintre démontre chaque jour que personne ne devrait se laisser vaincre par un handicap. Ce mardi, comme chaque mardi d'ailleurs, nous accueillons Eric Manirakisa. C'est dans le cadre de la rubrique économie. Bonsoir Eric. Bonsoir John. Alors, en Côte d'Ivoire, la star du football ivoirien Didier Drogba et Magic System à Salford ont mobilisé beaucoup d'argent, 5 milliards de dollars pour développer le tourisme étranger. Tout à fait John. Son offensive de charme pour son programme Sublime Côte d'Ivoire a bien payé. Drogba et Assalfo ont donc mobilisé 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs arabes à Dubaï. Classé 3e pays d'Afrique en tourisme et d'affaires, le Nigeria et le Maroc, la Côte d'Ivoire, espèrent développer le tourisme de loisirs et doubler la valeur absolue du secteur d'ici à 2025. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, a nommé Didier Drogba au poste d'ambassadeur d'Organisation mondiale du tourisme. Je suis sûr que nous pouvons promouvoir le tourisme en Afrique car le continent a besoin de plus de visibilité, de promotion et nous ne pourrions trouver une meilleure personne que Didier Drogba, a déclaré l'OMT. L'organisation s'associera aussi à la Fondation Didier Drogba pour soutenir les jeunes, autonomiser les femmes et créer ensemble de nouveaux emplois pour l'Afrique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Drogba devient ainsi le 2e footballeur désigné par l'OMT comme ambassadeur du tourisme après Lionel Messi. Eric, restons sur le continent pour parler du pays des 1001 collines. Nous avons le premier port intérieur de l'Afrique de l'Est. C'est au Rwanda, John. Ce pays sans littoral réalise un grand pas dans son désenclavement et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le président Paul Kagame a inauguré lundi le tout premier port intérieur du pays et premier du genre en Afrique de l'Est. La plateforme logistique de Kigali est destinée à réduire le coût et la durée des opérations engagées par les commerçants pour le transport de leurs marchandises des ports de Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. La première phase a coûté 35 millions de dollars, financée et construite par le géant mondial de la logistique Dubai Ports World dans le cadre d'une concession de 25 ans. Cette infrastructure comprend un parc à conteneurs de 12 000 m² d'une capacité de 50 000 unités et 2 entrepôts de 19 600 m² d'une capacité annuelle estimée à 640 000 tonnes chacun. Les importations d'outre-mer pourront en effet transiter par cette infrastructure pour être ensuite distribuées vers les pays voisins, à savoir l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la RDC, une région en pleine croissance, John, qui compte plus de 200 millions d'habitants. Et nous allons en Afrique, dans la zone CEDEAO, John, où la plateforme, où le président Muhammadu Buhari, il y a 2 mois exactement, a imposer des restrictions au commerce transfrontalier avec ses voisins. Dans ce reportage, les personnes qui dépendent du commerce entre le Niger et le Nigeria réclament évidemment la réouverture de la frontière. Sa fermeture constitue un grand manque à gagner pour les entreprises et les consommateurs. Suivez. Le 19 août, le président Muhammadu Buhari a fermé les frontières terrestres de son pays. Objectif,
protéger son économie de la contrebande rampante. Depuis lors, plus d'échanges de marchandises avec le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Entre 10 et 20% des produits manufacturés nigérians sont vendus en Afrique de l'Ouest. Cette fermeture de la frontière entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs. Un produit qui se vendait à 500 francs CFA s'achète maintenant à 1000 ou à 2000 francs CFA. Certains ont de l'argent pour acheter ces produits, d'autres n'en ont pas. Alors, que devons-nous faire? C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Niger et du Nigeria d'examiner ensemble la situation et d'avoir pitié de nous. Le niébé, qui constitue une importante denrée de base pour bon nombre de familles, ne fait plus l'affaire. Avant la fermeture de la frontière, le sac de niébé s'est vendu à 18 500 francs CFA. Actuellement, il se vend à 17 000 francs CFA ou même moins, voire à 16 000 francs CFA. Pour nous, commerçants, fermer la frontière est une véritable tragédie, un grand revers pour les entreprises. Même son de cloche côté importateur. La fermeture a eu de nombreuses conséquences. Nous importons et exportons beaucoup de choses vers le Nigeria, bon voisin. Mais ce qu'ils ont fait n'est ni fraternel ni juste. Nous voulons que la frontière soit rouverte le plus rapidement possible. Le secteur industriel nigérien est également dans la grogne, rappelant que le commerce avec les voisins est essentiel. Un investisseur étranger spécialisé dans l'importation et l'exportation de produits manufacturés soutient la lutte contre la contrebande, mais regrette des mesures qui impactent les échanges. Merci John, c'est tout pour l'économie. Et on aura le plaisir de vous retrouver mardi prochain. Merci. Parlons sport à présent. Qui sera le détenteur du Ballon d'Or France Football pour l'édition 2019? Yacouba Ouedraogo arrive avec sa boule de cristal. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Ils sont 5 Africains en lice pour ce Ballon d'Or France Football 2019. Les Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et Kalidou Koulibaly de Naples, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'Algérien Riyad Mahrez et l'Égyptien Mohamed Salah font partie des 30 nominés pour la succession du Croate Luka Modric, vainqueur en 2018. Ronaldo et Messi sont aussi nominés, de même que Virgil van Dijk, coiffé sur le poteau par Messi pour le prix de meilleur joueur FIFA de l'année. Le Brésilien Neymar est le grand absent de cette liste chez les femmes. Eh bien, l'Américaine Megan Rapinoe, star du Mondial 2019, figure de grande favorite. Et pour le trophée Copa du meilleur joueur de moins de 21 ans, le Nigérian Samuel Chukwueze est nominé aux côtés de Mathieu Delight ou Joao Félix, principale tête d'affiche. Les lauréats seront désignés le 2 décembre. Basketball, à présent, la NBA reprend du service ce soir. Clippers, Lakers, Rockets, Warriors, Nuggets, Sixers, bref, les prétendants au trône NBA auront rarement été si nombreux. La cause a une intersaison marquée par des transferts retentissants. Suivez. La planète NBA brûle de voir Kawhi Leonard et Paul George arriver en force chez les Clippers, défier LeBron James et Anthony Davis, recrues phares des Lakers. La concurrence sera aussi texane puisque Houston a fait le pari de recruter Russell Westbrook pour aider James Harden à ramener un titre aux Rockets en 17 depuis 1995. Plus à l'ouest, Golden State, triple champion 2015, 2017 et 2018, a perdu Kevin Durant, d'abord victime d'une rupture à un tendon d'Achille et qui a décidé de passer à l'Est, à Brooklyn où il ne jouera vraisemblablement pas cette saison. Klay Thompson ensuite, qui soigne une rupture d'un ligament croisé et espère revenir fin février. Derrière, Denver, Portland et Utah pourraient toucher au but, tout comme Milwaukee et son MVP Giannis Antetokounmpo, qui auront sûrement appris de leur élimination face aux Raptors en finale de conférence. Philadelphie, portée par le Camerounais Joel Embiid et Ben Simmons, va aussi grandir avec l'arrivée d'Al Horford. En juin prochain, l'épilogue de cette 71e saison pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, tant les cartes semblent avoir été rebattues. En attendant, les champions en titre, les Raptors de Toronto du Camerounais Pascal Siakam et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ouvrent le bal ce soir. Juste avant, le duel Clippers-Lakers, deux clubs de Los Angeles. Voilà, c'est tout pour l'histoire aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci Yacouba et à demain. Incroyable talent que celui dont nous allons parler. C'est l'histoire atypique d'Adama Traoré, artiste peintre ivoirien, né sans bras ni jambes. Alors que son entourage semble le rejeter, il se tourne vers la peinture
qui, progressivement, va le sortir de la rue. Son portrait, peint ici par Arzouma Compaoré. Il aurait pu passer son temps à errer et quémander dans les rues d'Abidjan, mais Adama Traoré gagne aujourd'hui sa vie grâce à la peinture. Une passion qui, très tôt, lui a permis de surmonter son handicap. Malgré des moments difficiles dans les rues d'Abidjan, il a refusé d'abandonner son rêve de devenir artiste. C'était très dur. Je marchais même pour prendre Woro. Le taximètre même ne peut même pas, les Woro ne voulaient même pas, mais je prends un taxi. Pratiquement, j'arrête et dit celui-là va payer. C'est à l'âge de 9 ans qu'Adama a rejoint un centre pour jeunes handicapés. Là, avec l'aide de la directrice Marie-Odile Bilberon, il va apprendre à peindre. Quand j'étais petit, ma maman m'a envoyé chez une femme blanche qui s'appelle Marie-Odile, une centre handicapée à Bobo-Bessé. J'ai appris à faire la peinture là-bas. Il travaillait les gouaches, les feutres. Grâce à elle, aujourd'hui, on était au plus de 1000 handicapés à Bobo-Bessé là-bas. Centre appelle la Providence, le centre handicapé. Quand la dame elle est décédée, moi j'étais dans la rue. 30 ans plus tard, il continue d'utiliser son talent pour peindre des tableaux sur divers sujets, notamment des paysages et des portraits. Adama a lentement économisé de l'argent grâce à ses œuvres et l'a utilisé pour ouvrir un petit studio d'art. Il est maintenant marié et inspire les gens autour de lui. Daouda Kone, son chauffeur de taxi qui le transporte tous les jours au travail, en fait partie. Je m'ai dit, bon, c'est pas l'argent qui compte, hein, c'est le courage. Quand je le regarde, un homme comme ça, chaque matin il sort, il dépense 4 000 aller-retour, 4 000 le matin, 4 000 le soir, c'est trop. Bon, comme c'est notre frère aussi, nous on a diminué le prix, on lui prend 3 000 francs le matin, 3 000 francs le soir. Pour Adama Traoré, la peinture, c'est avant tout une thérapie. La peinture soigne. La peinture donne le moral. La peinture nettoie l'esprit. La peinture fait... Aujourd'hui, je suis venu travailler à Adama. Je ne peux pas faire misérie, je ne peux pas faire le maçon. Mais je fais la peinture. Je suis assis comme ça. Il y a des gens qui me disent non, lui là, il ne fait rien, c'est un mendiant. Mais quand ils me voient travailler, ils disent ah, lui là, c'est un travailleur. Aujourd'hui, Adama vit bien de son art. Il vend ses peintures à $84 et plus et arrive ainsi à survenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Exceptionnel talent donc que celui d'Adama Traoré. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Demain est un autre jour.